vous. Okay, sorry, no, it's okay. I'm talking to. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Nous avons donc mis fin à ce sommet relatif aux perspectives financières, donc au budget de l'Europe, sur un constat de désaccord. Et donc, nous n'avons pas réussi à trouver une solution durant ces 2 journées, cette nuit de travail. Je le regrette très profondément. Durant ces 2 jours, d'abord, nous avons défendu ce que nous considérions comme les priorités à nos yeux, la politique agricole commune, qui est une politique extrêmement importante. C'est l'un des 2 piliers historiques de notre Europe. C'est ce qui permet de nourrir les Européens et c'est aussi un levier extrêmement important de la transition environnementale dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons obtenu des premières améliorations sur ce volet pour défendre nos paysans et je m'en félicite, mais elles sont non conclusives compte tenu du fait que nous n'avons pas trouvé d'accord. Et elles sont à nos yeux encore insuffisantes. Le dialogue et le travail doivent se poursuivre. Il y a eu des améliorations, mais elles ne vont pas au bout. Ensuite, nous avons défendu aussi les régions les plus pauvres, le sujet des régions ultra-périphériques, qui sont nos territoires ultramarins, et qui, dans le cadre de la cohésion, ne peuvent pas servir de variable d'ajustement, sur lesquels nous avons aussi souhaité que la copie soit améliorée. Et la France a défendu également une copie plus ambitieuse en matière de défense, d'espace, de numérique, et donc sur les priorités nouvelles. Au total, nous n'avons pas réussi à trouver un accord, parce qu'il faut bien le dire, il n'y a pas aujourd'hui l'unanimité pour mettre les moyens face aux ambitions que nous nous sommes données collectivement au début de cette commission et avec cette nouvelle équipe d'Europe. Je le regrette très profondément, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit soutenable. Et donc le travail va maintenant se poursuivre dans les prochaines semaines et les prochains mois pour que le président du Conseil et la présidente de la Commission puissent proposer une nouvelle copie. Je veux en tout cas vraiment ici rendre hommage au travail qui était celui de Charles Michel et de son équipe et d'Ursula von der Leyen et des services de la Commission qui, sans relâche, ont essayé de trouver un compromis qui puisse être articulé et compatible avec une ambition européenne et les intérêts de certains. Nous n'avons pas réussi à ce stade, mais nous y reviendrons. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur Macron, vous ne pensez pas que les agriculteurs que vous allez rencontrer demain vont être déçus? Mais ils seraient déçus si nous avions trouvé un mauvais accord pour eux. Nous nous battons, je le fais depuis le début, qu'il s'agisse des sujets français ou des sujets européens ou internationaux. Nous nous battons pour eux, pour les accompagner, parce que pour beaucoup d'entre eux, les revenus sont faibles, très faibles. On leur demande aussi beaucoup de changements et nos populations sont de plus en plus exigeantes avec leurs alimentations et nous en avons besoin pour notre souveraineté alimentaire. Nous avons refusé un mauvais accord sur la PAC. Nous n'avons pas sacrifié la politique agricole commune et je l'ai dit très clairement, ce n'est pas la politique agricole commune qui peut payer pour le Brexit. Nous avons dit non à cela et d'ailleurs nous avons été entendus, je dois le dire, par le président Charles Michel. Dans ce cadre-là, si aucun accord n'est trouvé dans les prochains mois, c'est le système actuel qui continuera à perdurer. Et donc je veux aussi les rassurer, l'absence d'accord, c'est la continuité et la perpétuation d'un système qu'ils connaissent déjà. Comment vous pourriez qualifier le comportement du positionnement des pays frugaux? Écoutez, je ne veux qualifier aucun comportement, je souhaite que nous travaillions tous ensemble. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode d'essayer de séparer par groupe et de bloquer les choses en se mettant ensemble, en quelque sorte en constituant des coalitions de blocage. L'ensemble de ces pays sont des amis, des partenaires, des dirigeants avec lesquels j'ai des relations amicales de travail qui sont des grands amis de la France. Et donc, je ne les qualifie pas du tout. Je souhaite qu'on réengage un dialogue, qu'on écoute ce qu'ils portent, parce qu'ils ont une voix qui est légitime. Il faut stigmatiser personne dans ce moment et il faut réengager le travail avec chacun. Monsieur Macron, les Britanniques sont partis, évidemment, et là on a l'impression que vous êtes seul entre Européens face à... Ils étaient un bouc émissaire facile, ils ne sont plus là, on a l'impression que les divisions apparaissent au grand jour des autres. Écoutez, j'ai jamais considéré les Britanniques comme des boucs émissaires. Je pense qu'il y a toujours eu des intérêts divergents et c'est normal. Dans des périodes démocratiquement, économiquement difficiles, les différences sont exacerbées et elles peuvent parfois renaître. Je dois dire que pendant ces 2 jours et cette nuit, nous avons, avec la chancelière Merkel, travaillé main dans la main pour essayer de trouver les voies de convergence et un accord possible. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, comme vous le savez, d'abord pour traiter de la question d'Idlib, et nous avons ensemble appelé le président Poutine et le président Erdogan, mais aussi pour voir l'ensemble des groupes. Nous avons vu les représentants des groupes dits de la cohésion, nous avons vu les États dits les plus frugaux, nous avons beaucoup travaillé avec la présidence. Le travail franco-allemand, le couple franco-allemand est à l'œuvre pour essayer de dépasser ces divisions
et d'avancer vers une copie que j'espère possible. Ces divisions, elles existent. Elles n'ont pas en effet besoin de la Grande-Bretagne. Nous les avons vues à l'œuvre lors de la crise économique et financière il y a 10 ans. Nous les avons vues à l'œuvre lors de la crise migratoire. Il y a de nouvelles divisions sur les sujets financiers qui sont aussi là. L'attitude de l'Allemagne n'a pas été claire. Une publicité quand même au départ. La semaine... Moi, je qualifie absolument personne. Je travaille avec tout le monde pour essayer d'avancer. Je crois à une Europe ambitieuse et qui se donne les moyens de cette ambition. Nous n'y sommes pas aujourd'hui, mais on ne peut pas réussir à le trouver, à engager l'ensemble des pays membres en les stigmatisant, en distribuant les bons points et les mauvais points. Il faut réengager tout le monde, rebâtir de la confiance et donner des perspectives. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, face à nos ambitions, d'avoir un budget qui répond à celle-ci. Non. Alors, d'abord, nous n'avons pas de solution militaire, soyons clairs. Et tout ça est la conséquence aussi d'erreurs successives, du désengagement américain qui a placé toute cette région dans la main, on le sait, de ces deux puissances. On a été très clair, nous avons même avec la chancelière hier appelé le président Poutine et ce matin le président Erdogan. Donc nous savons aujourd'hui qu'à Idlib, nous avons une catastrophe humanitaire, que les forces du régime soutenues par les Russes sont en train de poursuivre ces avancées et que nous avons plusieurs risques. Une catastrophe humanitaire qui est en cours, avec des hôpitaux, des sites d'ONG qui ont été détruits, avec des humanitaires qui ont été attaqués, ce qui est absolument inacceptable. La deuxième chose, c'est que nous avons le risque d'une escalade militaire. Parce que hier encore, il y a eu 2 soldats turcs qui ont été tués. Il y en a eu plusieurs dizaines depuis le début de cette offensive. C'est une situation extrêmement risquée qui peut conduire à une escalade non maîtrisée. Et le troisième point, ceci peut conduire à une crise migratoire. À nouveau, elle est d'ailleurs en train de se jouer. On estime, j'ai eu des échanges avec plusieurs ONG encore cet après-midi, à près de 2 millions les personnes qui sont aujourd'hui en situation de grande précarité ou de déplacement. Donc, face à ça, nous avons été très clairs avec le président Poutine comme avec le président Erdogan. Et avec le président Poutine aussi sur son rôle et sa responsabilité. C'est aussi pour cela qu'à nos yeux, avec la chancelière, nous ne pouvons régler cette situation qu'en appelant d'une part à un cessez-le-feu immédiat, et nous l'avons demandé au régime syrien et à la Russie, et d'autre part en réenclenchant un processus politique. C'est pour ça que nous avons indiqué notre disponibilité et surtout indiqué que nous souhaitions dans les meilleurs délais avoir une réunion à 4, comme nous l'avions eu il y a quelques mois, en format dit Istanbul, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, l'Allemagne et la France. C'est la seule voie que nous pouvons utilement poursuivre. Je vous le dis en toute sincérité, nous avons pris plusieurs initiatives aux Nations Unies. Elles ont été aujourd'hui bloquées, mais bloquées, on le sait très bien, par la Russie et la Chine. Elles ont été bloquées parce qu'il n'y a pas de consensus entre les membres permanents, et donc j'en ai aussi appelé à leur responsabilité. Et je pense que nous devons, sur ce sujet, encore une fois, prendre nos responsabilités, en particulier de membres permanents, je pense pour la Russie et la France. Nous sommes dans une situation qui, aujourd'hui, n'est pas réductible à la lutte contre le terrorisme, qui est aussi une catastrophe humanitaire. Je suis en faveur de la lutte contre le terrorisme. La coalition internationale s'y est engagée et nous en sommes partis. Je suis en défaveur complète de la catastrophe humanitaire qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et comme vous, je considère que c'est un scandale et comme vous, je déplore l'impuissance relative de la communauté internationale. Si nous voulons réactiver notre rôle, nous ne pouvons le faire que par cette voie diplomatique et politique. Et donc c'est ce que nous avons fait durant ces 48 dernières heures. Merci à vous. Merci, à bientôt.